Voici les revenus mensuels d'Albert et de ses amis. Visiblement, certains petits chats s'en tirent mieux que d'autres. Alors que Max ne gagne que 1300 € par mois, Emily gagne de son côté 6 fois plus. Pour évaluer le niveau d'inégalité entre nos 5 petits chats, commençons par les organiser par ordre croissant de revenus, et calculons au passage le revenu total de l'ensemble, ce qui donne 15 000 €, c'est la taille du gâteau à se partager. Avec ces 1300 €, Max détient 9% du gâteau. Avec 1300 plus 1700 €, les deux petits chats les plus pauvres détiennent ensemble 20% du gâteau seulement. En ajoutant Marine, on arrive à 32%, avec Oscar c'est 48%, et finalement, en ajoutant Emily, on arrive à 100%. Si je représente tout ça sous forme d'un beau graphique, voici ce que ça donne. C'est en 1905 que l'économiste américain Max Lorenz trace pour la première fois cette courbe, qui porte d'ailleurs son nom. Dans une société parfaitement égalitaire, chacun devrait avoir un revenu égal au revenu moyen. La courbe de Lorenz ressemblerait d'ailleurs à ça. Sur cette nouvelle courbe, on voit par exemple que les deux petits chats les plus pauvres détiennent exactement 2/5 du gâteau, c'est-à-dire 40%, ou encore que les 4 petits chats les plus pauvres en détiennent 4/5, c'est-à-dire 80%. L'autre extrême, c'est la situation où Emily détiendrait l'entièreté du gâteau, ne laissant strictement rien aux autres petits chats. En 1912, le statisticien Corrado Gini propose de mesurer la gravité des inégalités dans une société en calculant la taille du gouffre séparant la courbe de Lorenz propre à cette société et la ligne de parfaite égalité. Le coefficient de Gini était né. Un coefficient de Gini proche de 0 indique que le gouffre est très réduit, c'est-à-dire qu'on est très proche de la ligne de parfaite égalité. Si le coefficient approche la valeur 1, cela indique que l'on est très proche de la situation la plus inégale possible. Pour nos 5 petits chats, le coefficient de Gini vaut 0,37. Est-ce beaucoup ? Dans une population donnée, qui comporte en général des dizaines de milliers de personnes, il est possible de montrer que ce coefficient correspond grossièrement à la part du gâteau qu'un centième de la population, le centième qui possède le plus, a réussi à s'approprier. Si le coefficient est de 0,37, alors 1% de la population détient 37% du gâteau. Avec un coefficient de 0,5 ou plus, nous tombons dans la situation symbolique où 1% de la population détient autant ou davantage que les 99% restants. La source de données la plus fiable et à jour que je connaisse pour obtenir des coefficients de Gini, c'est la Banque mondiale. Je tape Gini Index dans leur moteur, et je clique ensuite sur Télécharger. Le calcul annuel systématique du coefficient de Gini est un phénomène récent pour beaucoup de pays. Ce n'est vraiment que peu après l'an 2000 que les choses ont commencé à bouger, ce qui est assez flagrant si je dézoome le plus possible du document fourni par la Banque mondiale et que je compare la quantité de données avant et après l'année 2000. Les pays où le coefficient de Gini excédait récemment la valeur symbolique de 0,5 sont par exemple le Brésil, l'Afrique du Sud ou encore le Panama. Dans les pays les plus égalitaires au monde, on retrouve pas mal de pays nordiques, comme la Suède ou la Finlande, mais aussi la Slovénie ou le Kazakhstan. Mais même dans un pays comme la Suède, le coefficient de Gini nous dit qu'un centième de la population a réussi à s'approprier plus de 27 fois ce à quoi il aurait eu droit dans une société parfaitement égalitaire, ce qui ne peut pas constituer un résultat acceptable. Pas loin de la Suède, on a le pays d'Albert avec une valeur de 0,28. La France et la Suisse sont à 0,32, le Canada à 0,34, les États-Unis et la Chine sont au-delà de 0,4.